Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 mars et en ouverture du journal du jour, nous allons revenir sur un match exceptionnel du FC Barcelone, mais insuffisant malheureusement pour continuer l'aventure en coupe. Je parle bien évidemment du duel entre le Barça et l'Atlético Madrid. C'était le match retour, ça a été une grosse victoire, mais il fallait plus qu'une grosse victoire. J'ai regardé pas mal de matchs, donc on parlera également de la rencontre entre Strasbourg et Reims du côté de notre bonne vieille Coupe de France, et on ira enfin, pour varier un peu les plaisirs, du côté de l'Angleterre où Liverpool a chuté face aux Wolves. On parlera également Mercato avec deux dossiers, Oumar Solet, un Français qui est très fortement courtisé du côté de la Serie A, et on parlera de Victor Osimhen qui se retrouve dans une situation qui fait beaucoup parler. Mais est-ce que c'est justifié? Vous allez le voir, c'est assez marrant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. On aura cru à une remontada du FC Barcelone jusqu'à la dernière minute, ça a été un match exceptionnel, 3-0, mais malheureusement il fallait un but de plus pour aller jusqu'en prolongation et espérer renverser le score absolument phénoménal de l'Atlético Madrid au départ. C'est un match qui est synonyme de déception pour les Barcelonais, mais évidemment quand tu gagnes une rencontre 3-0, il y a quand même des choses positives à en retirer. On va essayer de digérer le côté on est déçu de ne pas aller plus loin en coupe pour les Barcelonais, on va essayer de digérer le côté soulagement pour Atlético Madrid pour voir ce dont cette rencontre a été faite. Voici les compos qui étaient alignés et saluons Bernal qui est sans doute l'homme du soir, 18 ans, doublé, grosse activité et jeu sans complexe. C'est ce qu'on appelle un match de référence. Il a bien été aidé par Pedri qui a été aussi brillant à la récupération qu'à la création de danger. Je pense qu'on peut dire que le meilleur milieu de terrain est bien de retour, et on a également Yamal qui fait une belle prestation où il a incarné le déséquilibre et le jeune espagnol est dans une très belle forme. Cubarsí sort également une rencontre qui est intéressante et qui n'est pas étrangère au fait que l'Atlético Madrid a retrouvé ses deux pointes, à savoir Alvarez et Griezmann, complètement désactivés, complètement rendus stériles au cours de cette rencontre. Une rencontre où finalement le Barça a mené le match à la baguette, mais où tu sens que l'Atlético Madrid avait ce côté, comment est-ce qu'on attaque un match où on a 4 buts d'avance? Parce que mine de rien, c'est évidemment hyper positif d'avoir 4 buts d'avance, mais psychologiquement, il y a ce petit côté cadeau empoisonné, parce que tu sais que tu n'as pas besoin de marquer pour gagner la rencontre, mais quand tu t'enfermes et quand tu pars dans le principe que tu vas subir au cours du match, finalement, ça donne pas des choses très positives. J'ai rarement vu un Barça au cours de ces dernières semaines aussi cohérent tactiquement et défensivement. Donc en fait, même si t'as pas réussi l'exploit, je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont positives. Et j'ai envie de saluer le gardien de l'Atlético Madrid, Musso, qui a beau se prendre 3 buts au cours de la soirée, il n'est pas étranger au fait que tu t'en prends pas 4 ou 5. Les stats de la rencontre, évidemment, énorme possession du FC Barcelone, mais l'Atlético, ils avaient tellement d'avance que forcément ça n'a pas suffi. Ce sont donc les joueurs de Simeone qui poursuivent leur aventure en Coupe du Roi. C'est ça le suspense qu'on aime. 2-1 pour Strasbourg face au Stade de Reims, et les 3 buts sont venus après la 83e. C'est ce qu'on appelle un scénario assez fou, même si évidemment dès la 87e et le deuxième penalty strasbourgeois, il n'y avait plus vraiment de suspense. Reims est une équipe qui était incroyablement moins attendue que Strasbourg. C'était le petit poussé qui restait de cette Coupe de France. Ils ont lutté avec leurs armes et vous allez le voir, ça veut quand même dire qu'ils n'ont pas non plus pratiqué un football absolument exceptionnel. Voici les compos qui étaient alignés, et dès la feuille de match, vous vous rendez compte un petit peu du délire avec une ligne défensive très présente pour Reims, et finalement tu sens qu'ils se sont dit ok, Strasbourg est une équipe joueuse, Strasbourg est une équipe avec énormément de talent, nous on est Reims, on n'a peut-être pas exactement moyen de lutter à armes égales, donc on va y aller. En mettant le bus, s'il faut employer un terme un petit peu péjoratif, mais finalement c'est ce qu'on a vu. Sauf que ça a été bien exécuté et le plan de jeu de Reims a tenu jusqu'à quasiment la fin de la rencontre, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Strasbourg est une jeune équipe avec beaucoup de joueurs qui sont promis à un grand avenir, mais tu peux te dire que mentalement ça peut être friable. Mais là, les Strasbourgeois sont restés concentrés dans la rencontre, sont restés confiants, ont pratiqué leur football sans se trahir jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas eu cette course effrénée en avant qui fait que quand tu vois que tu bloques, que tu n'arrives pas à avoir assez de réalisme, tu commences à faire n'importe quoi. Et ça a été récompensé par cette fin de match où tu as les 2 pénaltys et où finalement tu as une juste récompense par rapport à la prestation strasbourgeoise. Les stats sont assez parlantes.
beaucoup de possession, beaucoup plus de tirs. Alors Reims n'a pas démérité, s'est battu avec ses armes. Certains iraient dire que c'est un peu de l'anti-foot. Bon, je pense qu'on a vu pire dans l'histoire de la coupe. Je pense également que l'écart de niveau justifiait ça, mais en tout cas, pari perdant pour Reims, mais à pas grand chose. Désormais, Strasbourg fait partie des grands favoris pour la suite de cette Coupe de France. Belle contre-performance pour Liverpool qui s'incline face à la lanterne rouge de Première Ligue, mais attention, c'est à relativiser parce que ce 2-1, il a beau être un peu déshonorant sur le papier, eh bien les Wolves avaient fait un match nul face à Arsenal, ils avaient collé 2-0 à Villa qui est également très bien classé en Première Ligue, donc finalement, on peut dire que Wolverhampton se réveille un petit peu, reste que du côté Liverpool, j'attendais quand même mieux. Voici les compos qui ont été alignés, pas forcément de gros flops à mon sens pour les Reds, bon, Baker fait quand même un dégagement honteux qui amène le deuxième but des Wolves, et sinon devant, je trouve qu'on a eu un match d'Ekitike qui est un petit peu symbolique de son profil. Il a essayé de contribuer au jeu, il a toujours été de bonne volonté, il a fait des efforts pour son équipe, mais au cours de cette rencontre, ce qui a véritablement manqué à Liverpool, c'est un tueur, c'est un finisseur, c'est un mec qui a un sens du but clinique, et c'est pas forcément dans l'ADN d'Hugo Ekitike, même quand on salue sa saison du côté de Liverpool, on va davantage parler de son application dans le jeu. Mais là, c'est un peu plus que ça qu'il fallait. Alors, t'as beau avoir Salah qui s'est réveillé à la fin de rencontre, t'as beau avoir Szoboszlai qui a été excellent à l'image de ce qu'il fait tout le temps, ben ça n'a pas suffi. Et en face, ben t'as un milieu de terrain qui t'a mis la misère, c'est André, très sûr techniquement, il a sécurisé le peu de possession de son équipe. Vous voyez la carte de passe, hein, c'est ça que je vous ai affiché. Dans une équipe qui a si peu le ballon, je trouve qu'il a vraiment eu assez peu de pertes et surtout un peu plus de verticalité que ce qu'on pourrait penser en regardant la possession. Parce que oui, la possession était pour Liverpool, 66%, ils ont eu plus d'occasions, mais ils n'ont pas eu du gros réalisme contrairement à l'adversaire. Résultat au classement, Liverpool a joué avant Villa et Chelsea, donc à voir le résultat des deux concurrents. Chelsea peut repasser top 5 en cas de victoire face à Villa, parce que oui, ils s'affrontent, et à contrario, si Villa l'emporte, le top 4 s'éloigne dangereusement pour Liverpool. Lui, c'est Oumar Solé, que vous connaissez peut-être puisqu'il est passé par l'Olympique Lyonnais. Actuellement, il est à l'Udinese, il fait une forte impression du côté de la Serie A, à tel point que Foot Mercato nous annonce que ça pourrait être la priorité de l'Inter au cours du prochain Mercato estival. Alors, le joueur de 26 ans a un parcours assez intéressant parce qu'il brille dans un contexte qui n'est pas évident. Il est surtout décrit comme ultra rapide, ça marque les esprits. Il est actuellement blessé, c'est sa petite faiblesse, il est fragile, mais ça reste une bonne affaire car il a rejoint le club librement. C'est un joueur qui auparavant a cartonné du côté de Salzbourg et aujourd'hui il est en contrat jusqu'en 2027, donc probable prolongation au transfert cet été. Pour moi, la grande interrogation autour de lui, c'est s'il va réussir à se défaire de ses blessures. C'est un joueur qui est quand même relativement passé sous les radars, même en France on en parle peu alors qu'il a été dans les classes de jeunes en équipe de France. C'est un défenseur qui est relativement impressionnant à voir jouer parce que t'as clairement pas envie de te le taper en tant qu'attaquant tellement il peut vraiment t'imposer un défi physique de taille et il a une capacité à porter le ballon avec une grande vitesse, à rattraper les erreurs de ses coéquipiers, donc un beau potentiel suffisant pour l'Inter. Honnêtement, à l'heure actuelle, je saurais pas le dire. Tout le monde s'arrache Osimhen ou pas, en fait c'est un peu particulier, je vous explique. On a eu un papier de Foot Mercato qui s'appelait littéralement Osimhen affole déjà le Mercato, sauf que quand on lit le papier, en réalité, bien Osimhen, il affole pas vraiment le mercato. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il affole les supporters de Galatasaray. Il signe 2 saisons absolument exceptionnelles, 17 buts cette saison, 37 la saison passée. Il est régulier, fiable, comme peu de numéro 9 le sont. Il a un contrat jusqu'en 2029, car on rappelle qu'il a rejoint Galatasaray après son prêt pour 75 millions d'euros, le plus gros recrutement de l'histoire du club et un sacré coup étant donné que c'est un joueur majeur. Alors pourquoi Foot Mercato parle du fait qu'il affole le marché des transferts? Eh bien parce que le Bayern Munich est venu au renseignement en cas de non-prolongation d'Harry Kane, mais déjà il faut comprendre que c'est la piste B, c'est-à-dire que la priorité ça reste de continuer avec l'anglais, et que si Harry Kane part, eh bien là tu vas faire appel à Osimhen. C'est un peu léger pour parler de mercato qui s'affole, d'autant plus que ce même papier va nous dire que le PSG n'est pas intéressé, c'est trop cher pour lui, que United, la Juve ou l'Atlético ne donnent pas signe de vie, ils sont pas intéressés, et que le seul intéressé c'est la Saudi Pro League, mais que là c'est le joueur qui n'est pas intéressé.
Donc ça fait beaucoup de clubs qui ne sont pas intéressés, ça fait très peu de clubs qui sont intéressés. Et ce qu'Osimhen enflamme le mercato, j'ai envie de dire, j'ai vraiment pas cette impression, mais écoutez, en tout cas il flambe à Galatasaray sur les terrains, c'est sûrement ce qui est le plus important. Terminé pour le journal du jour. Hier, vous avez eu la vidéo de la fameuse tier list. Ça n'a pas fait une Harry Kane, justement. J'ai réussi à sortir la vidéo. Je ne l'ai pas repoussée pendant 150 ans. Cet après-midi, on parlera d'un blessé qui doit traverser une période extrêmement complexe parce que cette blessure n'a rien d'anecdotique et c'est un joueur que j'aime beaucoup, dont je le reconnais, déjà pas mal parlé, mais ça me permet de refaire un petit point sur sa situation qui me passionne. Donc rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée. Salut!